On va passer Merci. à la deuxième partie. Avant ça, n'oubliez pas, alors d'abord, je voudrais remercier Must 84 et Marty 2360 pour le Prime. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, de nous follower la chaîne Twitch pour gagner le nouveau maillot de l'Olympique de Marseille. Tirage au sort à partir de 2500 abonnés. Je vais me répéter, mais c'est comme ça. On est obligé de faire de l'autopromo parce que sinon, on n'y arrivera pas. Et nous, on a des petits moyens et on veut avoir des moyens un peu plus conséquents pour vous offrir toujours mieux et notamment en termes de qualité technique, évidemment, mais aussi, qui dit plus de moyens, dit plus de temps consacré pour monter les émissions et plus de sujets intéressants, plus d'invités, etc., etc. Ce sont des cercles vertueux. Donc, n'oubliez pas de vous abonner aussi bien sur notre chaîne Twitch que sur nos comptes Twitter, Facebook, Instagram, TikTok et YouTube, évidemment, pour les replays et pour les petits bonus tout au long de la semaine. On va passer à la deuxième partie de l'émission. On va faire un petit flashback, petit retour en arrière avec cet objet médiatique non identifié, Massilia Football. On va se transporter à l'hiver 2020, décembre, janvier. Le hashtag VentoWeb commence à voler la vedette à tous les autres hashtags de Twitter et d'ailleurs. On a organisé un entretien avec Hichem, Hichem que vous connaissez tous. C'est Bruno qui était à la baguette. J'étais du côté avec Hichem de l'interviewer. Vous allez voir, c'est intéressant. C'est un entretien qui a été réalisé en deux parties. La première partie, c'est ce soir. La deuxième partie, ça sera pour la semaine prochaine. Small, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu peux nous lancer l'entretien avec Hichem? On passe à la deuxième partie de l'émission. On se retrouve dans une vingtaine de minutes pour en débattre. C'est parti. Salut à tous. Ce soir, on reçoit deux personnages importants de l'ex-collectif Massilia Football, qui avait défrayé la chronique, notamment sur Twitch en début d'année. On rentre dans le vif du sujet avec Hichem. Salut Hichem et merci d'être avec Bonsoir nous. à tous. Et C'est un plaisir, Gilles, merci. merci Hichem. Et Gilles aussi qui est avec nous. Ce soir, c'est pas on va pas faire au Gilles de Sportmed, hein, c'est le Gilles de ex Massilia Football qui va s'exprimer en même temps que Hichem. Et donc c'est sympa de revenir sur ça. Peut-être une première question à Gilles sur cette aventure Massilia Football, un peu retracer l'aventure, comment aux gens qui le connaîtraient pas. Ouais, bah, ce soir, je remets ma casquette, enfin ma chemise Massilia, et ça fait plaisir de retrouver mon attaquant de l'époque, là, Hichem. Non, Massilia Football, c'était une aventure qui a commencé, bon, elle a commencé bien avant la création du média. Elle a commencé par notre rencontre avec Hichem on va dire l'automne, hiver dernier. Puis ensuite, bon, il y a eu la création de ce média. Moi, j'ai l'habitude de dire que ça a été un road trip médiatique, en fait. Une sorte de blitzkrieg, hein, une guerre éclair comme ça. On est apparu dans le paysage médiatique sans frapper, sans crier gare. On a demandé l'autorisation à personne. Et c'est vrai qu'avec Hichem et Momo, Fianso, Vince, et Robin, et après, sur la fin, Eddie qui était venu nous rejoindre. Et bon, on ne va pas citer tout le monde, mais Fix aussi qui était venu nous rejoindre, Kevin. Enfin, on avait créé ce média et c'est vrai qu'on s'est bien amusé, on s'est bien éclaté. Et ben, ça nous a permis de nous rencontrer, de faire des rencontres extraordinaires, notamment ensuite qui ont donné lieu à la naissance de SportMed. Voilà. Et donc de janvier à avril, voilà, on est parti comme ça, sur des chevaux un peu fou. Et puis, avec le hashtag VentoM, c'est vrai que on a été mis en lumière et ça restera quand même, le Massilia Football restera quand même comme une empreinte dans cette, comment dire, ce magma de médias, de réseaux sociaux. Je pense que ça restera, ça fera date, quoi. Pour moi, c'était une aventure vraiment super, extraordinaire et qui fera date.
Hichem, première question, Gilles en a déjà parlé, mais juste que un peu que tu te présentes et puis le Massilia peut-être revenir sur cette expérience. Vous étiez des personnes un peu hétéroclites de différentes professions, différents domaines. Est-ce que toi tu peux te présenter et peut-être un peu présenter cet esprit avant qu'on passe au sujet Ventothem? Ben, comme a dit Gilles, on s'est rencontrés l'année dernière, il y a bientôt un an maintenant. Bon, ce qui est important de préciser, c'est que ce qui a fait notre rencontre, c'est notre passion, c'est l'Olympique de Marseille. Ça, c'est très important. Ensuite, voilà, je suis agent de sécurité de base. J'ai passé 13 ans à l'Olympique de Marseille. Donc, j'ai partagé mon expérience avec Gilles au départ. Et qui dit expérience à l'Olympique de Marseille, Gilles aussi en a eu par le biais de son passé. Et donc, on a partagé ça. Donc, au départ, c'était ça. Et ensuite, il est arrivé cette fameuse vente OM. On a réussi à avoir dès le départ quelques infos sur une approche des Saoudiens. Mais on a eu cette info-là, justement, par le biais d'un démenti. Justement, à l'époque, c'était Mourad Boudjelal et Azroudi. Et je ne sais pas si Gilles se rappelle, on avait demandé à notre contact qui est très bien placé, est-ce que justement Azroudi avait fait une approche à l'Olympique de Marseille, ce que nous disait Mourad Boudjelal. Et catégoriquement, notre contact nous avait dit non, il n'y a rien. Quelques temps après, il est revenu vers nous en nous disant écoutez, autant avec Azroudi, il n'y a rien, autant là, les Saoudiens sont entrés en contact avec Makour. Donc, à partir de là, c'est vrai qu'on a eu le privilège d'avoir des infos en avant-première, si je puis dire. Et de là, tout est parti, en fait. Je vais apporter une précision. C'est vrai que le plus gros des infos est venu de ta source au sein du club. Mais la première alerte, c'était le réseau mairie qui nous l'avait donné. Je ne sais pas si tu te souviens. Ouais, on avait essayé d'approcher justement la nouvelle mairie fraîchement élue l'année dernière pour mettre en contact Mourad Boudjelal avec la nouvelle municipalité. Et la personne, notre interlocuteur, nous avait dit, mais il n'y a pas de dossier Ajroudi sur la table, quoi. Et par contre, on a un dossier saoudien. Et il nous avait mis un peu la puce à l'oreille, mais on n'y avait pas prêté garde au début, hein, tu te rappelles? Et ça, c'est vrai. c'était le mois de septembre, avant qu'on rentre de plein pied dans les informations qu'on a eues par la suite. La première alerte, la petite puce à l'oreille qui a été mise, c'est côté mairie. Et quand ensuite, il y a eu des confirmations côté source interne au club, on s'est dit, tiens, deux personnes qui ne se connaissent absolument pas. On s'est dit, tiens, là, il est en train de se passer quelque chose. Et je précise que là, on est entre septembre, octobre et novembre, et que, évidemment, on ne connaît absolument pas Thibaut Vizirian. Je le précise d'emblée, comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Ni on se parlait, enfin, on le connaissait des réseaux sociaux, parce que, à la limite, il était celui qui démentait avec véhémence l'option Ajroudi, et à juste titre d'ailleurs. Et du coup, à cette époque-là, on ne voyait pas d'un bon œil ces interventions. Hichem, peut-être pour rebondir sur ce que vient de dire Gilles, il y a ces fameuses sources, cette fameuse source, d'après ce que je comprends, au club. Donc, bien sûr, je ne pense pas que tu vas en parler, il y a le secret des sources et autres, mais j'ai envie de te poser la question de confiance. Il y a un rapport de confiance qui s'instaure avec une telle source ou avec d'autres. Quelles ont été les relations et en gros, bon, la question qui peut se poser à tout le monde, c'est que bon, ça peut être un affabulateur ou autre. Toi,
concrètement, qui doit l'avoir eu, je pense, assez régulièrement. Qu'est-ce que tu peux Mhm. nous en dire de plus sur cette personne et la confiance que tu lui as faite ou que tu lui, voire que tu lui fais toujours, je ne sais pas si vous avez encore des relations. Est-ce que tu peux en dire plus sur Oui, bien cette sûr, bien relation? sûr. Ben, en fait, déjà, cette personne-là, il faut savoir que je la connaissais à l'époque où je travaillais au club. Donc, c'était un collègue de travail de base. D'un collègue de travail, ça c'est devenu un ami par le biais de, voilà, de diverses discussions, de services rendus, voilà, on a sympathisé, c'est un très, très brave mec. Et au final, comme je dis, c'est devenu un ami. Je peux entièrement comprendre certaines personnes qui se disent, et ils ont raison, quand une source, elle te donne généralement une info, c'est que derrière, elle attend quelque chose en retour, au minimum. Moi, c'est pas ma source. Je dis source parce qu'on était dans un média et qu'il fallait appeler ça source. Mais c'est vraiment mon ami. C'est vraiment, et Gilles, il peut le confirmer, c'est vraiment un ami. On discute, voilà, c'est vraiment un ami. Donc, je pense pas que mon ami puisse m'envoyer sur des directions un peu farfelues. Quand il me dit c'est A, c'est A. Quand à l'époque, euh, ma courte vient à Marseille et fait un peu de cirque par rapport à la vente du stade, les Saoudiens, ils ont été un peu chaudés par ce qui se passait. Il n'a pas hésité à me le dire. Il m'a dit, c'est très dangereux. Là, à ce moment, je pense que la vente va être mise entre parenthèses. Donc, il me l'a dit, que ce soit dans le bon côté ou dans le mauvais côté, ce qui se passait, il nous le disait. Et sans filtre. Donc sur ça, il n'y a aucun problème avec ça. Et c'est vrai, et je souligne et je précise aussi dans cette optique de, comment dire, d'être totalement transparent, c'est que parfois il y avait également des blancs de plusieurs jours, voire parfois une semaine, 10 jours. Hein? Hein? Donc, si ça avait été un fantasme ou une affabulation ou une création inventée de toutes pièces, qu'est-ce qui aurait empêché, alors à ce moment-là, le média Massilia via Hichem, via moi, puisque je réponds, j'anticipe un peu les questions que je vois passer parfois sur les réseaux sociaux ou les interrogations ou voire les accusations qui disent que Massilia a tout inventé de toutes pièces, on serait des Non. mythos, etc. Si ça avait été le cas, on a eu des moments de doute, justement, voire de désespoir. Et dans ce cas-là, si on avait été dans une logique de création, on n'aurait jamais inventé des moments de doute et des moments de silence. C'est ça. Voilà. C'est Donc, exactement ça. on aurait toujours donné des biscuits, toujours donné à manger à nos auditeurs, et ce qui n'était pas le cas parce qu'il y avait des semaines où effectivement on avait, et parfois il n'y avait rien, quoi. Question aussi importante, vous l'aviez expliqué à l'époque, le recoupement des infos, des sources. Vous avez aussi essayé, c'est ce que moi j'avais clairement compris, de ne pas avoir qu'une seule source, mais je crois que vous essayez notamment tout ce qui est Arabie Saoudite. Vous avez essayé de chercher d'autres sources. Est-ce qu'on peut savoir aussi comment vous avez travaillé dans ce sens et comment vous avez suivi donc l'évolution et notamment cette réunion à Riyad euh, importante que vous aviez évoquée. Donc il y a cette source, d'après ce que je comprends, importante, mais vous avez eu, et puis après affaire peut-être à Thibaut Vézirian qui a participé à certaines émissions sur la fin. On peut parler quand même de plusieurs sources et de recoupement d'informations à différents endroits. Le voyage à Riyad, c'est pas du tout, du tout, du tout, du tout notre source à l'Olympique de Marseille qui nous l'annonce. Ça vient de Gilles, qui par le biais d'une de ses relations journalistiques, hein, c'est ça, voilà, euh, nous dit, j'ai entendu dire qu'il y aurait une délégation euh, olympienne invitée à Riyad. Et nous, quelques jours avant, justement, par le biais de notre source à l'Olympique de Marseille, on avait eu vent d'un voyage de Saoudiens à Marseille. Cette fois-ci, invité au Vélodrome pour voir un match de l'OM, etc., etc. Donc, on s'est dit, c'est bizarre. Moi, nous, d'un côté, on a eu les Saoudiens qui venaient à Marseille.
Mais d'un autre côté, il y a quelque chose qui dit que cette fois-ci, c'est l'Olympique de Marseille qui irait à Riyad. Donc, on a recoupé l'info avec Mansour Salouane et sa réaction a été magnifique parce qu'il se demandait comment on avait pu avoir cette info. Je crois qu'il recevait le mail le matin même, c'est ça, Gilles, hein? Ouais, c'est ça. Et puis, il avait répondu, mais comment vous savez ça C'est ça. Quelque chose dans ce genre, quoi. Mais vous êtes dans Ah mon ouais. bureau, comment vous savez ça? Et en fait, nous, c'était parti. Bon, moi, j'avais eu vent d'une rumeur. Donc, nous, c'était sur le ton de l'interrogation. C'est On ça. était allé lui demander confirmation, mais avec un soupçon de certitude pour faire un peu d'intox. Voilà, pour lui signaler qu'on savait. Alors qu'en vérité, bon, l'info, la rumeur dont j'avais eu écho, elle n'était pas confirmée à 100%. Voilà, j'en avais entendu parler par deux canaux différents. D'une part, de la part d'un journaliste saoudien qui avait fait remonter une petite rumeur faisant état d'un voyage d'une délégation de l'Olympique de Marseille à Riyad, et d'un autre côté, d'une relation côté journaliste qui m'avait dit, tiens, il paraît que. Donc ces deux, il paraît que, sont devenus on sait que, hein, un peu d'intox, et du coup, du côté de la source d'Icheb à l'Olympique de Marseille, il nous a rétorqué putain, vous êtes fort, comment vous faites pour savoir des choses dont je viens à peine d'être mis au courant ce matin. Voilà, donc ça confirme encore une fois. Après, on n'est pas obligé de nous croire, hein. Si on est vraiment des bons scénaristes, c'est sûr que c'est des choses qu'on pourrait également mettre couchées sur papier, fomenter, extrapoler. Mais bon, on avait autre chose à faire déjà à cette époque-là. Et ce qui est marrant, c'est que justement, il y a ça. Et quelques semaines après, quand on a notre première discussion avec Thibaut, une des premières choses qu'il nous dit, sans qu'on le questionne là-dessus, c'est il nous parle de ce fameux voyage de la délégation à Riyad. Donc là, on se dit, putain, ça fait quand même 2, 3, 4 personnes différentes qui nous en parlent, avec force détail et avec les mêmes dates. Voilà. Vous avez parlé avec Thibaut de plus en plus. On avait aussi Mathias Manteghetti qui avait annoncé aussi la vente actée et puis qui lui clairement disait, on pouvait comprendre, c'était peut-être sûrement des informations parisiennes au placé parce qu'il disait que l'Élysée était derrière. Donc ça aussi, il faut en revenir dessus. Mais bon, c'était clairement peut-être sûrement politique, même si on ne connaît pas ses sources, mais c'était de Paris, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que je pense que tout ce qui a découlé du fait que vous soyez de plus en plus persuadé que quelque chose allait se produire, c'est que il y a des informations parisiennes et marseillaises. Est-ce qu'on peut le résumer ici? La chose qu'il faut savoir en premier lieu, c'est que sur ce dossier-là de vente de l'OM, ça dépasse complètement le cadre du sportif. En fait. Très peu de journalistes qui sont dans le football sont au courant de ce qui s'est passé et de ce qui se passe encore aujourd'hui, parce que justement, on dépasse le cadre du football. Et c'est vrai que quand on écoute Thibaut Vizirian, lui, ses sources, en fait, ça n'a rien à voir avec le football, mais vraiment, vraiment rien à voir. On aurait pu penser que ses sources seraient des agents ou des directeurs sportifs, ou comme ça arrive de partout, hein. Mais non, pas du tout. C'est vraiment politique et haut lieu politique. Donc, ça nous a, nous, très sincèrement, à l'époque, avec Gilles, ça nous a vraiment réconforté même si comme je dis, c'est mon ami, j'ai toujours confiance en lui dans ses dires, mais ça fait toujours du bien de savoir que ce qu'on te dit à droite se confirme à gauche. C'est toujours rassurant. Et je précise aussi comment ça se passait à cette époque-là, quand on était donc avec le Massilia, de janvier au début avril, au début du mois d'avril. C'est qu'en général, les conversations avec les deux sources d'Ichem se faisaient. Il y en a eu une ou deux fois par visio, hein, histoire de faire connaissance côté mairie en tout cas. Et côté source interne du club, ça se faisait beaucoup
soit Hichem par téléphone directement avec lui, soit par échange de messages. Et il y a eu un nombre de fois incalculable où moi j'étais avec Hichem et où on conversait, donc nous deux, ensemble, Hichem et moi, avec la source d'Hichem, avec l'ami d'Hichem, hein, on va arrêter de l'appeler la source parce que ça fait effectivement, ça fait source cristalline et puis c'est un jargon qui appartient un peu qui a été un peu galvaudé ces derniers temps. Donc avec l'ami d'Hichem, on parlait par texto parce que souvent il était au club et il était dans des dossiers, il ne pouvait pas tout le temps être au téléphone. Et il faut savoir qu'il a connaissance de mon existence et il parlait à Hichem en disant voilà, dis à Gilles, parle à Gilles. Enfin, pourquoi je vous dis ça? Parce que y a beaucoup de personnes qui pensent que Hichem est celui qui murmurait à l'oreille de Gilles ou de Massilia et qu'on on a pu se faire berner par Hichem et par la mythomanie ou par encore une fois le sens de créativité extraordinaire de Hichem. Et si c'est le cas, en tout cas, c'était en direct live, quoi. Ça veut dire que j'étais témoin de ces échanges, donc ça veut dire que c'est fortiche. Ça veut dire aller qu'il y loin. avait un personnage en face et que ce personnage était assez réactif pour répondre à des questions très techniques et imprévues que Hichem n'avait pas préparées, puisque parfois c'était moi qui réagissais, parfois c'était Hichem, parfois c'était moi. Donc ça veut dire que il y avait une préparation. Enfin, là, ça va au-delà de la préparation. C'est l'intelligence artificielle qu'il aurait fallu avoir. C'est ça. Et justement, vas-y. Un truc. Donc, ça veut dire qu'il y a deux choses l'une. Soit on pense qu'en fait, qu'on est deux mythos, d'accord, qu'on invente tout ça, soit la deuxième option, mais après tout, on a le droit de penser qu'on est deux mythos, on ne peut pas empêcher les gens de le penser. Par contre, ce qui me fait un peu plus offense, c'est qu'on puisse imaginer que ma capacité de discernement, à mon âge, et avec un peu d'expérience, elle soit pas assez pointue, assez affinée pour faire la différence entre une grosse arnaque et un gros canular et une véritable discussion pertinente sur un dossier aussi complexe. Et je voudrais ajouter une précision qui est hautement importante. Il faut savoir que quand moi je recevais les infos, généralement je les recevais brutes. C'est-à-dire que quand mon ami m'envoie des messages, vous savez, moi j'ai pas fait de longues études et dans ces dossiers-là, souvent il y a des termes assez complexes. Donc quand je recevais l'info, là où je dis que Gilles a été hautement important dans tout ce qui s'est passé, c'est plus loin en fait, c'est plus gros que de l'importance. Parce que quand moi, je recevais des infos, généralement, les infos, dans l'info, il y avait une autre info. Mais moi, ça, je le savais pas. Donc, Gilles, en fait, était là pour justement décortiquer l'info. Et s'il y avait c'est un exemple, par exemple, Gilles, il me dit, demande-lui ça, je vais lui demander ça, mais je lui demande pas correctement, en fait, parce que c'est mes mots, parce que je ne suis pas journaliste. Donc, et quand mon ami me répondait, souvent il répondait à ce que moi je demandais. Et généralement, ce n'était pas trop ce que Gilles voulait savoir. Donc, Gilles, à ce moment-là, prenait la responsabilité de poser lui-même les questions. Et à ce moment-là, on y voyait plus clair. Donc, Gilles a été extrêmement important dans le processus de toutes les infos qu'on recevait. Et si je le dis, je le répète encore ce soir, et devant lui, il sait que ce n'est pas parce qu'il est là. Mais si aujourd'hui, je n'avais pas Gilles depuis le départ, je pense que toutes les infos n'auraient pas été aussi claires que ce qu'elles ont été. Voilà. Ouais, merci Chad. C'est vrai que bon, c'était un échange aussi. C'est vrai que je rebondissais parfois et comment dire, je rebondissais en demandant un peu plus de détails, plus d'éclaircissements, plus de cohérence ou parfois sur des infos qui étaient livrées brutes et qui pouvaient paraître un peu ou complexes ou opaques, même pour moi, parce que moi, je n'ai pas non plus une formation de juridique et les fusions, acquisitions, les ventes, tout ça. Enfin, bon, bref, c'était pas non plus mon domaine de prédilection. Mais toujours est-il que quand on reçoit des infos comme ça, et ayant eu la carte de presse quand même pendant une vingtaine d'années, la question que je me posais, c'est est-ce que ces infos-là,
une fois qu'elles ont été vérifiées, checkées, précisées, détaillées, etc., et qu'on estimait qu'elles étaient présentables, on va dire, sur certaines de nos émissions, est-ce qu'on aurait dû les garder pour nous? À partir du moment où on avait décidé de monter un média et de se mettre dans la peau de journalistes un peu de réseaux sociaux, honnêtement, nous, on a fait les choses en notre âme et conscience, et puis on s'est dit à chaque fois qu'on a présenté les infos qu'elles étaient dignes, en tout cas, d'être divulguées au grand public. Maintenant, l'avenir dira si elles ont été divulguées, dévoilées trop tôt. Si tout ceci ne va pas aller au bout, bon voilà, à l'heure d'aujourd'hui, on est dans une autre partie. Mais à cette époque-là, en tout cas, entre les amis d'Hichem, hein, parce qu'il faut jamais oublier qu'il y en avait deux aussi, et nos échanges avec notamment Thibaut Vézirian et d'autres personnes, on se disait que quand même, ça faisait beaucoup de faisceaux dirigés dans la même direction pour qu'on puisse penser à un canular. Voilà. Voilà le premier volet de deux entretiens avec Hichem Kadouz. Le deuxième sera diffusé lundi prochain dans notre émission Comme un seul homme. Alors, on a vu, donc, un peu dans le chat que pour certains, ça a un peu bugué. Alors, ne vous inquiétez pas, si jamais vous voulez retrouver l'entretien, il sera en replay sur YouTube à partir de demain. Donc, ne vous inquiétez pas, vous pourrez réécouter tranquillement l'entretien d'Hichem et Bruno et moi-même. Voilà, donc petite piqûre de rappel, hein, il n'est pas inutile parfois de faire d'avoir un petit regard dans le rétroviseur et de revenir un peu en arrière, tout simplement pas pour essayer de convaincre qui que ce soit, de croire à la vente ou pas à la vente. Non, le but c'est d'expliquer, de répondre déjà à toutes ces attaques en une seule fois plutôt que de répondre sur Twitter et de ferrailler, de faire des clashs sur les réseaux sociaux. Donc le but, voilà, c'était de remettre une petite mise au point, de remettre un peu les choses au clair et de réexpliquer encore une fois qu'il n'y a jamais eu d'histoire scénarisée, que ce soit avec Massilia ou avec Sportmed, que toutes les infos qui avaient été servies en public lors de nos lives avec Massilia étaient la résultante d'un faisceau de sources concordantes orientées dans la même direction, ni plus ni moins. Libre à vous ensuite, évidemment, de croire ou pas à ce que l'on vous expliquait. Mais toujours est-il que le but, encore une fois, n'est pas de vous convaincre que vous vous convertissiez à la vente OM, mais de vous expliquer que nous, il y a bien eu des choses qui se sont passées entre décembre. En tout cas, nous avons eu accès à ces informations. Quand je dis nous, c'est l'équipe Massilia entre novembre, décembre et jusqu'au mois de mars. Ensuite, Massilia s'est arrêté au mois d'avril. Évidemment, chacun est allé, a pris des chemins différents. Cette première partie d'entretien fait état justement, dresse un bilan de cette période Massilia. Ça s'arrête le 2 avril. Pour la suite, il faudra attendre le deuxième volet de l'entretien. Ça parlera du mois d'avril. Bruno. Oui. Bruno, je sais que tu voulais poser une question à Fabien concernant cette période où la profusion des infos avait été telle que tous les jours, il se passait des choses. Il fallait évidemment séparer le bon grain de l'ivraie. Et parfois, c'était assez difficile quand on voulait suivre le feuilleton. Oui, peut-être lui poser une petite question à Fabien sur son avis justement, ce qu'il pense de ces insiders qui arrivent et qui sont nombreux à avoir des infos. Alors certains ont des infos vérifiées, d'autres, voire même sûrement beaucoup non. Mais quoi qu'il arrive, moi, après vous avoir entendu, on se dit quand même que c'est impossible que il y ait des affabulations qui soient aussi énormes. Bon, voilà, on verra de toute façon d'ici les prochaines semaines, les prochains mois. Je pense qu'on aura du nouveau, on pourra en reparler. Et donc, peu question, question directe à Fabien sur ces informateurs insiders par rapport aux journalistes qui sont plutôt restés en retrait. Donc, il n'y avait pas d'infos logiques qui disent pas, mais
peut-être qui ont eu des réactions vis-à-vis de cet insider, un peu de critique, un peu de moquerie, un peu est-ce qu'il y a un nouveau visage qui s'ouvre sur le plan médiatique? Comment ils voient cette évolution de la société actuelle? Ah bah là, tu m'as fait ce qu'on appelle en média training une question valise. Il y a plusieurs questions dans la question, donc moi, en tant qu'interviewé, je vais prendre celle qui m'arrange le mieux. Allez, vas-y. Ouais, c'est peut-être un peu le but aussi parfois. Moi, j'ai dit un peu ce que je pensais. Voilà. Ouais. C'est une blague. Alors, pour prendre les choses et pour essayer d'être le plus clair possible, oui. J'apprends à personne hein, sur ce genre de deal. C'est des deals qui sont ultra sécurisés. À la base, il y a quand même les parties prenantes principales concernées, le camp du vendeur, le camp de l'acquéreur, qui sont au bon niveau d'info, on va dire. Ensuite, on a ce qu'on appelle le deuxième cercle, hein, les conseils, qu'ils soient juridiques, financiers, éventuellement communication, évidemment. Mais au-delà de ce cercle-là, ça ne transpire pas au-delà. Néanmoins, il n'est pas interdit de passer. Ça peut arriver que quelqu'un, parce qu'il se trouve au bon endroit, au bon moment, ou qu'il connaît la bonne personne, ait accès, parce que cette personne-là peut mal mesurer aussi la portée de ses propos, peut avoir une parole qui dépasse sa pensée. Bref, ça peut arriver. Donc ça, c'est pas à exclure à 100%. En tout cas, les gens qui vont m'expliquer que ça n'arrive nulle part et jamais, je n'y crois pas. Enfin, quand on regarde des deals, que ce soit dans le monde économique ou même sportif, il peut arriver aussi que des sources aient accès à une information et des sources auxquelles on n'accorderait pas forcément beaucoup de crédibilité. Donc ça, c'est un premier point. Après, sur le deuxième point que tu évoquais, à savoir le nombre d'insiders, entre guillemets, et leur nombre, je répondrai deux trucs. Hein. Alors, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ont un avis sur la question et parfois, ça peut servir aussi leurs intérêts personnels, sans pour autant qu'ils détiennent des informations pour se faire mousser, parce qu'ils écrivent bien, parce qu'ils s'expriment bien et parce que ça peut leur donner une forme d'importance ou une forme de notoriété. Je ne critique pas, je ne juge pas, hein. Ça peut être une analyse factuelle. Et le deuxième point sur ce sujet-là, c'est que ce n'est pas nouveau. Si vous vous rappelez, en 2016, lors de la période qui précédait l'acquisition du club, alors, il y avait une dimension moindre à celle qu'on connaît aujourd'hui, mais cette logique d'insider, que ce soit, je ne sais pas si vous vous en souvenez, du camp iranien ou des différents potentiels acquéreurs qui étaient dans le jeu à l'époque, ça existait aussi. Il y avait des gens qui se prétendaient bien informés et qui délivraient des informations, je vais dire informations, même si ce n'était pas vérifié, en tout cas, qui faisaient le jeu de « moi, je sais ». Donc ça, c'est pas nouveau. Après, tu as posé une question intéressante hein, sur le rapport, et je sais que parfois il peut être assez conflictuel entre des journalistes, entre des médias et des personnes qui s'autoproclament ou qui sont insiders, ça pose une question compliquée parce que l'insider, comme vous le décrivez, en tout cas tel qu'on le comprend aujourd'hui, si toutefois il a des informations, la plupart du temps, il va se reposer sur une source. Un copain, quelqu'un qui lui a dit quelque chose, une connaissance, etc. Or, le travail du journaliste, c'est pas ça. Le travail du journaliste, justement, c'est pas on m'a dit que. C'est plusieurs personnes de cercles différents qui vont recouper une information. Et un journaliste qui s'arrête à une seule source, moi, à titre personnel, j'en connais pas beaucoup. Donc, il y a une différence aussi d'appréciation de la gestion de l'information. C'est lorsqu'on a connaissance de quelque chose par la bande, etc., c'est une chose. Lorsqu'on est journaliste, on a le devoir de recouper ces informations pour avoir la certitude absolue de l'information en tant que telle lorsqu'elle est délivrée dans le média. C'est pour ça que... Ouais, c'est intéressant ce que tu dis et ça me permet de rebondir et de réexpliquer encore une fois, hein, la pédagogie, c'est l'art de la répétition, dit-on. Donc, c'est de réexpliquer encore une fois aux personnes qui veulent bien l'entendre, évidemment, après les trolls et les personnes qui sont là pour insulter, pour manquer de respect, ceux-là, à la limite, tout ce qui est exagéré est insignifiant, peu importe. Mais les sceptiques et ceux qui douteraient, on va dire, du bien fondé de divulguer ces informations. C'est pour ça qu'on a voulu faire cette vidéo pour expliquer comment, entre guillemets, on peut, si tant est évidemment qu'on puisse appeler ça un média. À l'époque, Massilia Football était un petit média digital sans prétention, mais en tout cas, on s'était imposé des règles de rigueur
à savoir on recoupait avec des sources différentes et bon nombre d'informations que l'on a eues et qui n'ont pas été recoupées et vérifiées ne sont jamais sorties. Et un Bien jour, sûr. on en parlera, mais on s'était en tout cas appliqué cette rigueur. Ensuite, bon, ce qui s'est passé après le mois d'avril, ben, ça, moi, je peux pas témoigner de tout, mais toujours est-il qu'à cette époque-là, je parle de l'époque de Massilia, on était le plus fidèle possible à cette rigueur journalistique. Et croyez-nous ou pas, en tout cas, tout ce qui était servi en live était d'au moins Recoupé. 3 sources différentes. Et évidemment, moi, j'étais témoin de conversations, comme je l'ai dit sur l'entretien. J'étais témoin de conversations. Alors, à moins de douter de mes capacités de discernement ou de me prendre pour un mytho, hein, comme je dis, vous avez le droit. Voilà, je peux garantir que Hichem ne parlait pas à un ami imaginaire. Voilà. Donc, ils se sont posé la question, est-ce qu'il s'est inventé un ami imaginaire? Voilà, donc je le redis. Et de toute façon, ça, je le dirai jusqu'au bout. Et quoi qu'il en soit, ça c'est pour les détracteurs, sachez une chose, c'est que je maintiendrai ceci jusqu'au bout. Même si ça capote ou ça tombe à l'eau, quoi qu'il en soit, ce qui s'est passé dans cette période-là, je maintiendrai, je garantis qu'il y a eu des informations qui sont sorties, qui nous sont parvenues et qui étaient fiables. L'issue, je ne la connais pas et ben, on la connaîtra, on va la découvrir tous ensemble, sans doute prochainement. Mais personnellement, je ne la connais pas. À ce jour, SportMed et l'équipe, les journalistes et la team, hein, les membres qui composent SportMed, n'avons plus beaucoup d'infos, si ce n'est par des conversations et des relations que l'on continue d'entretenir avec Thibaut, mais ni plus ni moins que ce qui sort par-ci par-là sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est tout. Cette mise au point était importante pour nous. Encore une fois, les calomnies, les insultes, les trolls, l'ironie, bon, tout ça, ça existe. Voilà, tant que ça dépasse pas certaines bornes, encore une fois, je rappelle, hein, je rappelle qu'aujourd'hui, l'émission est sous le sceau du respect, des valeurs, de bienveillance et que, voilà, cher à notre Filou Sport et que franchement, tout le reste est insignifiant. Les gens qui veulent pas dialoguer, qui veulent pas entendre, ben, écoutez, restez dans votre acidité, dans vos moqueries. Bon, ça, c'est la vie. On ne va pas refaire l'éducation de tout un chacun. Fabien, on va te libérer. Ben, merci Voilà, beaucoup. c'était vraiment. C'était très sympa. Ah ouais, c'était un plaisir, hein, franchement. Il va falloir que je la réécoute, moi, quand même, parce qu'il y a des moments où waouh, c'était un peu technique avec Eddie, avec toi, ça parlait vraiment. C'est parti dans des sphères assez pointues. Mais non, je plaisante. En tout cas, on a pris un vrai plaisir à Partagé. t'écouter et à C'est échanger. partagé. Ouais. Merci beaucoup, messieurs. C'était cool. Merci beaucoup. Fabien, À de la bientôt. Chan, bonsoir, Fabien. À très bientôt. À bientôt, messieurs. On reste en contact. Eddie, qu'est-ce que Oui. tu as à dire? Est-ce que tu as écouté Alors, l'entretien? alors j'ai écouté l'entretien. Effectivement, c'était super intéressant parce que on avait un peu l'historique, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, même si c'était pas beaucoup, mais pour ceux qui n'ont pas suivi à de l'époque ce qui s'était passé sur Massilia et comment toutes ces informations-là sont arrivées via ce canal. C'est hyper intéressant, mais comme toujours, et je pense que Hichem aussi en a conscience, hein, c'est compliqué de pouvoir avancer des informations, des éléments, lorsqu'on nous demande toujours effectivement des preuves de certaines choses. C'est compliqué parce que ça reste des discussions, ça reste des témoignages. Après, voilà, c'est aussi la façon avec laquelle on apporte les infos. En tout cas, à l'époque, sur Massilia, il y avait un vrai travail qui était fait pour filtrer les informations, les recouper, proposer quelque chose de qualité qui soit audible pour le public également. Et c'était des informations qui de toute façon, ne pouvaient pas rester que entre les mains de Gilles, de Hichem ou d'autres. Donc il y avait ce besoin-là de partager ces informations avec le peuple olympien. Je pense que c'était la plus grosse mission. Et à partir du moment où on s'était mis dans la tête de créer ce modeste
petit média digital, l'objectif c'était d'informer. Nous avions des informations à ce moment-là et elles étaient traitées avec la plus grande des sincérités et de rigueur. Et je le maintiendrai, je le répète, je le répéterai jusqu'au bout. Rien n'a été scénarisé, rien n'a été inventé. Voilà. Ensuite, vous en faites ce que vous voulez. Je vais répondre à une petite question de Al-Walid, le bien nommé Al-Walid Venlo, qui nous dit: dites-nous au moins le niveau de vos sources. Réécoute l'entretien, Al-Walid. Je vais t'appeler Al-Walid, c'est plus simple et au moins on n'oubliera pas ton prénom. Le bien nommé. Réécoute Le bien l'entretien. nommé. Si ça a bugué dans le live Twitch, le replay, je vous rappelle que le replay sera mis en ligne demain sur YouTube. Vous pourrez réécouter ça tranquillement. N'hésitez pas à nous poser des questions. Le deuxième volet de l'entretien avec Hichem sera enregistré cette semaine et on le diffusera lundi prochain. Il portera sur la période avril-juin, juin qui touche à sa fin, hein, quasiment. Voilà. Encore une fois, tout est, comment dire, les dialogues, les débats sont ouverts à partir du moment où ça se fait dans l'échange, dans le respect, il n'y a pas de souci. Vous pouvez venir nous voir en DM, nous laisser des commentaires, on répond et on peut même la prochaine fois relayer des questions lors de la prochaine émission si jamais, encore une fois, vous avez mal entendu l'entretien qui a été passé sur le live à l'instant. Bruno nous a quittés, je ne sais pas s'il est encore là. Il est parti, Bruno. Il a eu une petite Les urgence. impératifs. On l'embrasse très fort. On remercie Bruno. C'était super avec Fabien également. Et du coup, un Alors, titulaire sort, remplaçant. Mais attention, quel remplaçant? Le super sub rentre. le super sub, Robinho. Nemanja Radonjic. Mesdames et messieurs, une hola pour Robinho. Bonsoir les amis. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde va bien. Vous avez passé un bon live, c'était super intéressant l'interview. Je suis très content, vraiment. Ouais, Robinho, tu nous apportes le soleil dans la voix, là, c'est super. On va terminer cette émission, on va parler un peu de Ah. mercato. Oui, alors on a une très très grosse page mercato là qu'on va entamer. Eddy, Tu me donnes le go, hein? excuse-moi, je me suis en train de me faire tirer les oreilles virtuellement par Small, qui me dit merci, il faut remercier, merci Small pour le pseudo encore une fois, Maxou LVX, merci pour le Prime, merci beaucoup. Oui, tu es hilar, hein, les gens en direct ils ne le voient pas, mais moi je te lis, tu es hilar. Donc Maxou LVX, merci pour le Prime. Un petit rappel, n'oubliez pas de vous abonner, de nous follower sur Twitch pour gagner par tirage au sort ce nouveau maillot de l'Olympique de Marseille. Et n'oubliez pas également de vous abonner à tous nos comptes Twitter, Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. Voilà, Eddy, je te laisse la parole. Désolé de t'avoir coupé, mais après, c'est moi qui me prends les coups de Mais je t'en prie, je n'ai pas envie de me prendre des coups de Small. Alors, non, alors grosse page mercato. On a travaillé ce week-end. Merci à Momo El Tigré qui n'est pas là ce soir. Il y avait un impératif. Embrasse, donc, Momo. voilà, qu'on embrasse. Ô combien important. Hein, ô combien important, bien sûr. Anniversaire de mariage. Toujours sujet d'équilibre. Voilà, donc c'est très important. Donc on a recoupé nos informations. Je vais entamer de façon pas très linéaire, hein, donc je vais aller sur un dossier et un autre. Ce qu'on peut affirmer de sources absolument sûres, c'est que de nombreux gros agents du milieu du football américain et d'Amérique du Sud se sont rapprochés de l'Olympique de Marseille ces dernières semaines. Il y a des propositions de joueurs et il y a des agents qui ont été mandatés par le club. Voilà, donc ça c'est un des premiers éléments pour mettre le contexte de ces informations mercato. L'OM a toujours des accords de principe avec les deux cités, du coup le petit Adli de Toulouse et avec Almada. Sampaoli est actuellement en Amérique du Sud en ce moment même. On présume, d'après les éléments qu'on nous donne, que certains dossiers vont s'accélérer, voire se débloquer dans les jours, dans les semaines qui arrivent. Justement, je sais que tout le monde se pose beaucoup de questions sur Almada. On avait donné l'information il y a plusieurs
émissions maintenant, il me semble qu'il y a à peu près 2-3 semaines, que tout était plus ou moins finalisé. On ne retire absolument rien à ce qu'on a dit. Concernant Almada, l'OM a décidé, c'est l'OM qui a décidé de temporiser sur ce dossier-là pour calmer les ardeurs de toutes les parties. Il y a un accord avec le joueur, il est finalisé dans sa globalité. La jurisprudence Gerson, entre-temps, a complexifié les négociations qui étaient arrêtées sur un prix de principe. Voilà, donc il faut bien comprendre cette variable-là qui maintenant va déterminer l'ensemble des pistes qui seront évoquées pour l'Olympique de Marseille. De nombreux intermédiaires sur le dossier Gerson, justement, sont très bavards et il y a eu beaucoup d'échanges et d'informations sur les commissions récoltées et sur le montant du deal. Voilà. Donc, ça aguiche quand même l'appétit de certains clubs. Je vais donner l'exemple, par exemple, d'Arsenal qui estime que l'Olympique de Marseille a les moyens de réaliser un transfert correct pour Guendouzi, ce que le club n'avait pas anticipé. Voilà, donc c'est pour vous illustrer en fait les problématiques que ça peut créer derrière. Donc aujourd'hui, l'OM met un peu en stand-by ou alors temporise sur l'ensemble des dossiers pour laisser le soufflet redescendre. C'est très très important. Et ce est dit jusqu'au 30 juin, la date fatidique du 30 juin, c'est ça, et voilà. la clôture de l'exercice comptable. Exactement. Donc ça, c'est aussi. Pourquoi c'est important cette date du 30 Alors juin? c'est très important parce qu'en fait, la clôture comptable pour les clubs qui interviendra au 30 juin. Alors, j'en profitais aussi pour répondre à une question au sujet de la DNCG. L'ensemble des clubs sont supposés avoir transmis leur dossier à la DNCG depuis le 14 juin. Il peut y avoir des dérogations pour certains clubs exceptionnels, type Girondins de Bordeaux par exemple, mais l'ensemble des clubs sont supposés avoir transmis leur information à la DNCG. Les comptes sont plus ou moins arrêtés. En plus, on a le montant global de l'enveloppe pour les droits TV sur les prochaines années. Donc, les budgets ont été finalisés et transmis à la DNCG. Après, il faut soutenir ces budgets. Donc, il y a des soutenances qui sont programmées et qui ont déjà commencé pour un certain nombre de clubs. On ne sait pas exactement quand l'Olympique de Marseille passe ou est passé. On présume que ça va plutôt être dans la semaine qui arrive. Mais en tout cas, c'est essentiel pour les clubs, dans le sens où, pour clôturer l'exercice qui vient de se finir, et justement pour arrêter les déficits, s'il y a des déficits, on doit imputer les prochains mouvements de joueurs sur la prochaine période comptable, qui s'ouvre à partir du 1er juillet. Sur un nouveau budget et sur des déficits qui sont, par conséquent, entre guillemets, remis à zéro. Voilà. Donc ça, c'est la raison du dépôt des comptes à la DNCG et de l'exercice comptable qui se finit le 30 jours. Ça, c'est la partie technique. Ouais. Voilà, ça, c'est la partie technique. J'essaye de faire le plus synthétique possible parce qu'on a pas mal d'informations encore à traiter. Alors, on avait parlé du joueur Zedaka de Clermont. L'OM s'était rapproché de son club et avait esquissé les contours d'un accord avec le joueur. Le joueur était très très proche de l'Olympique de Marseille. La montée de Clermont, c'est qu'il y a une prolongation automatique du contrat du joueur. Par conséquent, Clermont réclame un prix de transfert maintenant qui est plus élevé que ce que l'OM avait anticipé à la base. Donc Clermont demande 5 millions d'euros pour Sedaka. L'opération est plutôt complexe. Le cas de Jim, ils nous ont pris pour des Américains, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ils nous ont pris pour des Américains qui payent Gerson une trentaine de millions. Donc ça aguiche l'appétit de pas mal de clubs. Le dossier Lirola qui intéresse beaucoup de monde. Le dossier Lirola, c'est un dossier qu'on appelle un dossier très tactique. C'est un dossier très tactique dans le sens où l'OM va faire le joueur. Quoi qu'il arrive, hein, c'était dans les plans et ça reste dans les plans. C'est juste qu'on a joué sur les timings et sur les modalités de paiement. Si on avait levé l'option d'achat au moment voulu, on se serait retrouvé peut-être dans des configurations d'échelonnement de paiement moins attractifs
qu'avec une renégociation du transfert, du coup actuellement. Donc, le dossier Lirola, il est en voie d'être finalisé. Tout est sur les rails. On parle d'un transfert entre 8 et 15 millions d'euros d'après les chiffres, mais c'est plus un 8 plus des bonus. Donc on en saura un peu plus les prochains jours. Et effectivement, on va également l'imputer sur le mois de juillet pour éviter, comme on expliquait tout à l'heure, les échéances comptables du mois de juin. Voilà. Idem pour Balerdi, même configuration, un joueur souhaité par Sampaoli. On a un accord global avec le Borussia Dortmund. Ça va s'accélérer dès la clôture de l'exercice comptable. Concernant David Luiz, on peut affirmer que David Luiz est très, très, très proche de s'engager avec l'Olympique de Marseille. Il a eu une discussion avec Jorge Sampaoli lors de son séjour au Brésil. On parle d'un contrat 1+1, donc 2 ans au global, donc une année optionnelle, avec un salaire, écoutez, ça c'est intéressant, un salaire qui tourne autour des 460 000 euros. C'est un vrai sujet clivant, David Luiz s'est dit. C'est un vrai Oui, sujet un vrai sujet clivant. D'ailleurs, on a fait un sondage sur SportMed. La plupart d'entre vous sont quand même assez dubitatifs sur cette piste-là. Ouais. Voilà. Est-ce que c'est lié à son passé de Parisien je présume, mais également à sa fin de saison avec Arsenal qui a été entachée par les blessures. Une bonne nouvelle également, Milik a de fortes chances d'être olympien la saison prochaine. Concours de circonstances ou pas, on sait que le joueur est blessé et qu'il a dû renoncer à l'Euro malheureusement, et que finalement les clubs se rétractent. Il y avait l'Atlético Madrid qui était venu au renseignement et la Juve qui gardait la piste sous le coude, mais a priori ces clubs-là se rétractent devant la piste Milik. Voilà. Alors, pour justement apporter un peu de nouveauté, en exclusivité, on va vous donner le nom du gardien dont on vous avait parlé il y a un certain temps. Et on travaillait sur la piste pour savoir de qui est-ce qu'on parlait. On est en mesure de vous dire que l'Olympique de Marseille, à travers Pablo Longoria, s'est rapproché des représentants de Kepa, le gardien remplaçant de Chelsea, dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. Très gros salaire, niveau Première Ligue. Chelsea l'a acheté 80 millions d'euros il y a à peu près 2 ans maintenant, il me semble. Le deal est faisable parce que le joueur veut jouer. Ça, c'est essentiel. Il veut quitter Chelsea. Et que l'environnement hispanophone que l'OM est en train de construire attire beaucoup de joueurs lusophones et hispanophones. Donc, il y a un argument important de ce côté-là. Et finalement, pour finir, parce que je sais que c'est un joueur aussi qui est très apprécié de la part des supporters marseillais, le dossier Adli, le joueur priorise toujours l'OM. Il faut comprendre qu'il y a les représentants du joueur qui sont multiples. Il y a la famille, aussi les agents qui sont sur cette opération. Certains sont mandatés par des clubs. Donc, ils parlent en off, mais plutôt pour les clubs que pour le joueur. Toulouse espère toujours une relégation administrative d'un club de Ligue 1. Voilà, c'est un peu le plan de Toulouse, c'est pour ça qu'ils tempèrent, qu'ils ne répondent pas spécialement aux offres, qu'ils hésitent, etc. Espère une relégation administrative pour monter en Ligue 1 et éventuellement prolonger Adli. Donc on sera fixé assez rapidement, mais le joueur a toujours envie de venir à l'OM, et d'ailleurs il y a un accord de principe, il y a les contours, on va dire, d'un accord de principe qui sont finalisés avec le joueur. Donc voilà pour les infos mercato fraîches, travaillées, et j'espère qu'on vous a apporté des éléments d'éclairage sur les mouvements à venir, on l'espère. Ouais. On n'en sait pas plus concernant les rumeurs de rencontres entre l'entourage de Philippe et Coutinho et les dirigeants de l'Olympique de Marseille. Juste, on termine là-dessus. Est-ce qu'on a quelques Il y a des questions, effectivement, ouais.
Alors, sur Philippe Coutinho, nous, alors, l'information qu'on a, c'est que Jorge Sampaoli est en Amérique du Sud. Donc, si les dossiers Am-Sud doivent avancer, c'est le bon timing, hein. Le joueur est actuellement au Brésil aussi, donc ça peut accélérer les discussions, mais non, on n'a pas encore eu de retour sur cette piste. Mais c'est une vraie piste envisagée, hein, du côté de l'Olympique de Marseille, malgré les démentis et malgré toutes les... Quelques infos sur Jérémy Boga. Alors, sur Jérémy Boga, il a un bon de sortie de Sassuolo. Sassuolo demandait plus de 40 millions à l'ouverture du mercato. C'est en train d'évoluer progressivement. On sait que l'Atlanta Bergame est très motivé sur un transfert de Boga. L'OM observe, l'OM discute avec Boga et son entourage. Mais on avait expliqué dans notre émission de mi-juin, il me semble, la stratégie de Pablo Longoria qui est de multiplier les pistes et les accords avec les joueurs. On est en mesure même de vous dire que l'Olympique de Marseille a une quinzaine d'accords avec des joueurs qu'il est en capacité de signer. Donc là, va se faire un choix sur les profils, sur le choix numéro 1, numéro 2. Donc Pablo Longoria gère les dossiers qui sont des dossiers, on va dire, de joueurs à l'étranger ou des joueurs étrangers. Et la cellule de recrutement qui est composée de David Friot et Mathieu Louis-Jean, elle se concentre sur le marché francophone et sur les joueurs de Ligue 1, Ligue 2. Voilà. Concernant le profil des joueurs, alors évidemment, ça ne fait pas l'unanimité. Concernant David Luiz, on en a déjà parlé, on en a fait même une partie de l'émission Made in Marseille de Romain Massilia samedi dernier. Je vous invite d'ailleurs à aller écouter le replay qui est sur YouTube ou sur Twitch. Et donc, on ne va pas revenir, on ne va pas refaire le débat. Bonne idée enfin, bonne ou mauvaise idée, Luis Gustavo, selon le salaire, enfin son état de santé, etc. De cela, on en reparlera sans doute lors des prochains lives, samedi prochain, Made in Marseille, et également lundi comme un seul homme. En ce qui nous concerne, il est temps de nous quitter, non sans vous avoir rappelé qu'il est très important de nous follower, de vous abonner à la chaîne Twitch, ne serait-ce que pour gagner d'avoir l'opportunité de gagner le nouveau maillot de l'Olympique de Marseille. N'oubliez pas également de nous suivre sur Twitter, sur YouTube, sur Facebook, Instagram et TikTok. Voilà, l'émission touche à sa fin. Il est 20h, 20h56. Écoutez, c'était encore une fois riche en informations, riche en débats. Moi, j'aimerais terminer, Eddy, si tu pouvais toi aussi réagir concernant Philou Sport, puisque je t'ai pas sollicité en début d'émission, et puis terminer justement sur cet être exceptionnel qui nous a quittés, je vous le rappelle, samedi, juste après le match de l'équipe de France. Il a succombé à une crise cardiaque, 49 ans. Philou Sport, une figure emblématique du réseau Twitter, un phare, un exemple pour nous tous. S'il y en a bien un qui n'a jamais élevé la voix, j'allais dire, mais quelque part sur Twitter, ça peut s'entendre aussi, hein, quand on élève la voix, quand on s'énerve et quand on est malveillant et quand on est là à toujours suivre ou à dénigrer avec acrimonie, qu'on soit d'accord ou pas sur tel ou tel sujet. On peut entendre parfois la colère sur Twitter, et s'il y en a bien un qui a jamais, dont les mots n'ont jamais dépensé sa pensée, c'est bien Philou Sport. Il va nous manquer. Un vibrant hommage. Cette émission lui était dédiée. On pense fort à sa famille et à ses proches. Eddy, je te laisse terminer là-dessus. Un petit mot. Oui, j'ai été frappé, comme chacun d'entre nous, par cette nouvelle. Surtout que moi, j'ai découvert Twitter un peu grâce à Philou, hein. Voilà, il était une personne centrale, et il le reste, et il le restera de ce réseau. Et ce qui était extraordinaire avec Philou, c'est cette bienveillance. Je vais vous raconter une anecdote. Moi, j'étais pas d'accord, hein, avec un certain nombre de ses analyses de joueurs, de matchs, d'actualité. Et il m'est arrivé une fois de
de me prendre le bec avec lui dans des discussions. Et effectivement, on en avait parlé un peu en off avec une telle bienveillance qui m'a désarmé. Et effectivement, on ne peut que aimer Filou. C'est impossible autrement. Donc, c'est une perte gigantesque pour tous les amoureux de l'OM, pour toutes les personnes qui aiment le sport et qui le valorisent et qui valorisent ces valeurs de bienveillance, d'amour du prochain, d'échange, de partage, de respect. Et c'est indéniablement une très grande perte pour toute la communauté des suiveurs de l'Olympique de Marseille. Qui n'excluait jamais la passion. C'est ça qui est important. On peut évidemment trouver cet équilibre de passion, d'émotion, tout en respectant, c'est pour faire une métaphore sportive, son adversaire. Filou, tu vas nous manquer. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On termine sur cette petite note d'émotion. On se retrouve donc en fin de semaine, hein, samedi. Mercredi, c'est France-Portugal. N'oubliez pas, pour gagner 100 € de free bet, de nous faire parvenir vos pronos en DM ou en chuchotement, hein, en message privé, soit par Twitter, soit sur Twitch. Faites-nous parvenir vos pronos, résultats à la mi-temps, résultats fin de match. Trois parieurs seront sélectionnés et auront l'opportunité de gagner 100 € de free bet avec notre partenaire TheBet. Voilà, il est 21h, on va tirer le rideau. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à cette émission, les intervenants, à la technique, à la régie, le chat, les modos. On vous embrasse fort. Allez les Bleus mercredi et prenez soin de vous. Bonne fête de la musique, soyez prudents. À très très bientôt.